Bonjour, nous sommes le samedi 17 juillet 2021 avec enfin un peu de soleil qui est présent et bien sûr un ciel qui commence à s'éclaircir. Les nuages commencent à devenir plus disparates, donc c'est-à-dire qu'ils sont moins condensés. Et je vous rappelle qu'il y a eu une catastrophe qui a passé plus de 120 morts en Allemagne. Et bon, ici en Belgique, bon, les bilans ne sont pas encore terminés, hein, mais on est au-delà d'un summum. Bon, je ne vais pas dicter ici parce que je n'ai pas les chiffres. Je ne vais pas communiquer quoi que ce soit parce que je n'ai pas de chiffres, mais disons que il y a encore des victimes et beaucoup de personnes sont à la recherche de leurs membres de la famille suite aux inondations catastrophiques qui ont ébranlé donc le territoire le jeudi, ce jeudi-ci. Sachant qu'on est le samedi 17 juillet 2021. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu un été catastrophique avec une réelle catastrophe qui est apparue et qui a, on va dire, peiné des familles entières, puisqu'en fait, ils ont tout perdu. Euh, bon, tout perdre, bon, à la rigueur, si ce n'est que, et encore matériel, bon, certains s'attachent à leur matériel, mais c'est surtout les problèmes, c'est surtout les victimes, parce que comme j'ai toujours dit, les victimes ne reviennent plus sur Terre. Donc, à la rigueur, quelque chose qu'on a perdu, on peut encore le reconstruire, mais pas une vie, mais pas un être cher. Donc, là, c'est tout un autre problème. Ça, il faut faire face aux aléas, dire de un, du climat qui a produit une catastrophe, et de deux, aux aléas de la vie qui fait en sorte que, bon, on n'est pas à l'abri. euh, on n'est pas à l'abri, je veux dire, de partir un jour. Donc, on partira tous un jour. Et donc, à ce moment-là, bon, certains sont partis, ont été endeuillés. Donc, je leur envoie toutes mes condoléances et je leur dis paix à leur âme, puisqu'en fait, ils ont souffert le martyr. Ceci étant dit, c'est à l'actualité catastrophique. Bon, j'ai juste fait une parenthèse. Mais ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc la recherche d'une base canonique euh, au niveau des matrices. Alors, matrice sur un champ K. Sur un champ K, euh, c'est une matrice de genre n fois p. Alors, ceci nécessite un petit peu d'explication. Je vous rappelle que K, c'est un champ. Alors, il y a tout un ensemble de critères pour qu'on ait un champ. Un champ qui est un corps commutatif. Hein. Et alors, donc on a un champ et on forme, si vous voulez, un tableau rectangulaire à double entrée. Double entrée, c'est-à-dire que d'un côté on aura des lignes et de l'autre côté on aura des colonnes. Donc c'est bien un tableau rectangulaire à double entrée de, ici comme j'ai mis Kn fois P, on a N lignes et P colonnes. C'est d'abord la ligne et la colonne. Les numéros de ligne varient dans N, hein, de 1, on a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 jusqu'à N, donc elle varie dans l'ensemble des naturels. N appartient à N et varie de 1 à N, tout comme les P, bon 1, 2, 3, jusque la dernière qui est P. N et P sont les dernières, N dernière ligne et P dernière colonne. Et donc on a une suite de nombres de pas égal à 1 qui se suivent pour former la suite des colonnes 1, 2, 3, 4 jusqu'à la pème colonne et 1, 2, 3, 4 jusqu'à n pour aller jusque la énième colonne. Donc les numéros des lignes varient dans les nombres naturels de 1 à n et les colonnes varient dans les naturels toujours
de 1 à P. On repère une case par, bien sûr, le numéro de ligne et le numéro de colonne. Hein, si par exemple je dis la ligne 3 et la colonne 4, ben, je repère une case. C'est une case du tableau. Donc on aura ce qu'on appelle un numéro de ligne quelconque que je vais appeler I et un numéro de colonne que j'appelle J quelconque. Donc une case est repérée, si vous voulez, par une ligne I et une colonne J. Alors si j'appelle arronde un tel tableau, ben, on notera les cases par, si vous voulez, A et J. Les cases seront les éléments A et J. Alors, je recrée des crochets pour former ce qu'on appelle une matrice. Et donc cette matrice c'est arronde. Et si j'y mets des... Voilà, donc j'aurai A11, A, deuxième case c'est A12, la troisième case A13, et ainsi de suite jusqu'à la case A1P. Ensuite, en deuxième position, j'aurai en deuxième ligne A21, A22, A23, jusqu'à A2P. Et là, je peux formaliser jusqu'à AN1, AN2, AN3, jusqu'à ANP. Donc là, il y aura 3 petits points. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc ça, je viens de former ici ce qu'on appelle une matrice. Alors la matrice est de genre n fois p et est constituée, si vous voulez, de nombres réels. Les éléments sont des réels. Je peux mettre des réels, hein, je peux mettre des complexes, je peux mettre... Voilà. Et les éléments que j'ai mis à l'intérieur, ben, ils font partie d'un champ K. Parce que si c'est des réels, ben, je vais mettre des réels. Si je mets des complexes, je mets des complexes. Donc, si on appelle arronde un tel tableau, on notera ces cases par A et J, et on peut remplir chaque case en y mettant un élément de K, du champ K. Bon, si je mets des réels, je mets des réels. Si je mets des complexes, je mets des complexes. Et je peux mettre, voilà, un champ, des éléments d'un champ. Et là, je viens de former ce qu'on appelle une matrice. C'est la définition même, voilà, d'une matrice, de genre, bien sûr, n fois p. C'est une matrice de genre n fois p. S'il était carré, on aurait n fois n. Bon, on a même nombre de lignes et même nombre de colonnes. À ce moment, on ne parle plus de genre, mais d'ordre. On appellera matrice carrée d'ordre n, si n égale p. Alors, qu'est-ce que c'est que Kn fois P? Ben, c'est l'ensemble, si vous voulez, l'ensemble des matrices de genre NP sur le champ K. C'est l'ensemble des matrices de genre NP sur le champ K. Bon, ça je peux l'écrire. Qu'est-ce que c'est que Kn fois P? C'est l'ensemble des matrices de genre NP sur le champ K. Maintenant qu'on a défini ce qu'était l'ensemble des matrices de genre NP sur le champ K, ben, elle va subir
des lois de composition, aussi bien des lois de composition internes sur Kn fois P, bien sûr, je parle de la loi additive, hein, donc elle va, et une loi de composition externe sur Kn fois P, de domaine d'opérateur qui sera K. Donc on aura la structure, elle aura une structure, ce Kn fois P va se structurer. On aura une loi de composition interne, on va dire sur, donc bien sûr Kn fois P, puisque c'est ça que je traite. Notre composition interne, mais pas que. Sa structure sera aussi, on aura une structure de loi de composition externe. Donc on aura une structure de loi de composition externe sur la même chose, Kn fois P, de domaine d'opérateur K. Et c'est ça que la structure, elle est là. La structure, loi de composition interne, ça c'est la structure que j'appelle S pour structure. C'est la structure loi de composition interne sur Kn fois P et une structure de loi de composition externe sur Kn fois P de domaine d'opérateur K. Alors, si j'ai deux matrices que j'appelle A et B de K, bien sûr, ils appartiennent ce sont des éléments de Kn fois P, bien sûr, tous les deux. Parce que je peux additionner que des matrices de même genre, hein. Ça faut le savoir. Si j'appelle l'élément général de A et J, l'élément de B, B et J, on peut additionner dans le domaine, dans le champ K. Donc les éléments de cases de même indice, de telle manière à avoir, si vous voulez, A et J plus B et J. Je peux additionner. Pour autant, bien sûr, que je vous dis, les matrices doivent être de même genre. Hein. Ils appartiennent tous les deux à Kn fois P. Alors, bien sûr, le résultat sera CIJ, mais on aura une troisième matrice. La matrice, ici j'aurais dû l'appeler Aronte. Donc j'ai Aronte plus, enfin, je m'excuse, je prends Aronte et je prends Béronte. Et en formant l'addition de chaque élément, comme je viens de l'expliquer ici, AIJ plus BIJ donne CIJ, ben, on aura une matrice somme. La matrice somme, on va former la matrice somme qui est la matrice A plus la matrice B, bien sûr qui va suivre la règle AIJ plus BIJ égale CIJ, où AIJ, BIJ et CIJ sont les éléments de A, de B et de C. Donc on forme une troisième matrice ciblée, qui est la matrice somme. Et voilà, on peut la noter A plus B. Alors, ça peut se faire comme je vous ai dit que s'ils sont de même genre. De toute façon, j'ai pris du même genre, puisque A et B appartient à Kn fois P. Si, enfin, KNP, ouais, ici c'est plutôt Kn fois P. Je me suis trompé. C'est Kn fois P. Alors si vous essayez de faire une addition de deux matrices qui ne sont pas de même genre, ben, c'est pas possible. Il faut absolument que les matrices soient du même genre. Alors ici j'ai pris une matrice rectangulaire. Deux matrices rectangulaires. Alors, cette loi-là additive, donc sur Kn fois P, cette loi plus, donc structure, on a un groupe commutatif. On a un groupe structure
bien sûr la loi plus. La structure en un groupe commutatif. Le neutre, c'est la matrice nulle. On a un neutre. De neutre, c'est la matrice nulle. Toujours pour la loi plus. Qu'on note la matrice nulle, c'est une matrice qui se note comme ceci. Pour l'addition, bien sûr. Je suis en loi additive ici. Hein. Donc elle va structurer en un groupe commutatif. On a une loi de composition interne. On a un groupe commutatif. On a le neutre, bien sûr, qui est la matrice nulle. Donc, bien sûr, elle possède toutes des valeurs 0 partout, partout, partout. Bien sûr, valeur 0 du champ K. Hein. Du champ K. C'est des valeurs 0 du champ K. Et pas d'ailleurs. L'opposé de la matrice A et de la matrice B, c'est ayant les cases, si vous voulez, B et J, l'opposé de l'élément de la case A et J, et on notera, si vous voulez, B par moins A. Voilà, et ça, c'est pour avoir l'opposé. Le symétrique, si vous voulez. On a un symétrique. Enfin, bref, on a un groupe commutatif. Hein. C'est pour vous dire qu'on a juste un groupe commutatif. La structure, donc KNP, structure l'ensemble des matrices avec la loi additive en un groupe commutatif. Bon. Quid de la loi de composition externe de domaine d'opérateur K. Là, à ce moment-là, il faut que je prenne bien sûr un nombre alpha appartenant à K, voilà, parce que je travaille avec l'ensemble K, et bien sûr une matrice A appartenant à Kn fois P. Eh bien, on peut multiplier alpha qui fait partie de K. Chaque élément de la matrice A, on obtient ainsi une matrice B telle que on a B et J, chaque élément B et J est égal à alpha. Alors alpha, ça appartient à K, je vous le rappelle, c'est un nombre, fois A et J. Et là, on note la B par alpha fois A. Voilà, on a une loi de composition interne sur de domaine d'opérateur K. Donc on a une structure, si vous voulez, on a une structure. On a une structure au niveau de la loi plus. Maintenant, autre chose, c'est que, bon, il va former un espace vectoriel. Hein. Donc on repart toujours avec d'un champ K, on a un champ K. On a un champ K et un ensemble E. Et bien sûr, on a une loi de composition interne qui structure E en un groupe commutatif. Alors, avec le neutre qui vaut 0 de E. E possède un neutre qui est 0 de E. Bien sûr, K possède son 0. Alors, 0 de E, là, c'est un vecteur. Hein, puisque les éléments de l'espace vectoriel sont appelés des vecteurs. Et les scalaires, c'est ceux du champ K. Donc, on a les scalaires et les vecteurs. Alors, on a une loi de composition interne dont les opérateurs sont les éléments du champ K. On va prendre le domaine d'opérateurs, c'est les éléments du champ K. Comme je l'ai montré ici. Hein, ici, domaine d'opérateur, ici c'était le champ K. Hein, j'ai pris alpha appartenant K. Voilà. Il va faire. Voilà. Je vais manipuler des éléments du champ K avec bien sûr des éléments vectoriels de l'espace vectoriel E.
Encore faut-il prouver que c'est un espace vectoriel, donc il faut les 4 critères, c'est ça que je suis en train de voir. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va prendre un élément de K, un élément de E, et on va faire en sorte que on ait une relation qui va se faire. On va prendre deux éléments, K et un élément de K, un élément de E, et on va le structurer, et on va le mettre dans E. Il va devenir un élément de E. Voilà. Par combinaison des deux éléments, ben, il va devenir un élément de E. Donc c'est comme si vous mettiez dans un paquet, comme ceci. Bon, je mets deux éléments et j'en fais ressortir plus qu'un. Alors ces deux éléments, je mets un élément de K, un élément de E, ben, il va vous ressortir un élément de E. C'est juste ça. Alors comment? Ben, vous aurez compris que c'est par le jeu voilà, de la multiplication, puisque on aura, si je prends un élément de K que j'appelle alpha et un vecteur que je vais appeler V, avec une barre au-dessus, pour dire que c'est un élément de l'espace vectoriel, voilà, eh bien, comment je vais les réunir en faisant tout simplement alpha fois V. Voilà. Et alors, les quatre critères pour que ce soit un espace vectoriel, les quatre critères, je vais les mettre ici, ben, il faut que, le premier critère, c'est que quel que soit l'opérateur, si vous voulez, lambda du champ K, et quels que soient les éléments que je prends, bon, je peux les appeler le vecteur X et le vecteur Y, voilà, je prends un élément du champ, lui il appartient à K, celui-ci il appartient à K, et bien sûr là, de toute façon je n'ai plus à dire ça parce que le scalaire, je ne mets pas de barre, dès le moment où vous voyez une barre, c'est un vecteur, si je ne mets pas de barre c'est un scalaire, donc on sait bien que ces deux-ci, bon, ils appartiennent à l'espace vectoriel E. Alors, eh bien, en faisant ça, ben, j'ai quatre critères. Le premier des critères, c'est que vous aurez, je prends lambda x plus y, eh bien, ça sera lambda x plus lambda y. Bon, là, il fait partie de l'espace vectoriel E, puisque, bon, je vous ai dit que avec un élément, deux éléments, j'en fais un. Avec lambda, un élément de lambda, un élément que j'appelais V, voilà, avec ces deux éléments, ben, j'en faisais un qui était alpha V. Voilà, et lui, il appartenait à E, lui, il appartient à E, et lui, il appartient à K. Donc, ce qui veut dire que lambda, un scalaire fois la somme de deux vecteurs, ben, c'est, si vous voulez, lambda fois E, lambda fois X donnera un élément de E, plus un élément de E, mais ça fait un élément de E. Il appartient à un élément de E. Donc, quel que soit l'opérateur lambda de K, et quels que soient les éléments x, y de E, donc on a les deux techniques de composition qui permettent de construire, si vous voulez, la première, on additionne les deux éléments de E, x plus y. On fait alors agir à ce moment-là l'opérateur lambda sur cet élément de E. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la première technique, elle est là. Et la seconde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, à ce moment, on fait agir l'opérateur lambda sur chacun des éléments de E, lambda x et puis lambda y. Ensuite, on additionne ces deux éléments. Voilà, je les additionne. Et si, bien sûr, s'il y a égalité, c'est que bon, le premier critère est, on va dire, applicable. Et il reste encore trois autres critères. Le deuxième critère, ben, c'est de se dire que cette fois-ci, ce n'est plus... c'est presque la même chose. Hein. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Quels que soient donc les opérateurs lambda et mu de K, donc ce sont tous les deux des scalaires, et quel que soit l'élément x de E, on forme donc deux techniques de composition. La première, c'est que là, je vais additionner les scalaires, lambda plus mu, voilà, fois le vecteur x, et si je trouve que ça fait lambda x, alors celui-ci, deux scalaires, vous savez que ça appartient au nombre, voilà, ça appartiendra au champ K, alors que lui, il appartient à E. Alors, s'il y a égalité, bien sûr, suivante,
eh bien, le deuxième critère sera, on va dire, accepté. Mais il en restera encore deux autres pour avoir un espace vectoriel. Bon, c'est pas terminé. Donc, ce qui veut dire ici, lui, il appartient bien à E, lui, il appartient bien à E, et là, la somme de deux vecteurs de E donne deux vecteurs de E, ces deux-ci appartiennent à E. Bon, il faut pour ça que ça se vérifie, ça. Il faut que ça se vérifie. Donc, il y a deux techniques, et si les deux techniques se joignent, aussi bien pour le premier critère que le second critère, ils se joignent par l'égalité, ben, on va dire que les deux critères sont, on va dire, valables. Alors maintenant, il faudrait tester un troisième critère. Et le troisième critère, toujours de l'espace vectoriel, le troisième critère, c'est de se dire que quels que soient les opérateurs lambda et mu de K, et quel que soit l'élément X de l'espace vectoriel, de E, de l'ensemble E, il n'est pas encore espace vectoriel. Hein. Quand on aura les quatre critères, E sera un espace vectoriel sur le champ K. Mais ici, bon, il faut que les quatre critères soient bien sûr valables. Hein, parce que E n'est qu'un E est un ensemble. Mais il est espace vectoriel que si il vérifie les quatre critères, bien sûr. Hein. Tant qu'il n'a pas vérifié les quatre critères, E est un ensemble E. Voilà, il n'est pas forcément espace vectoriel. Mais si je fais en sorte qu'il vérifie les quatre critères, donc je supposerai en finalité que E est un espace vectoriel parce qu'il va vérifier les quatre critères. Alors je vais mettre le troisième critère qui doit vérifier pour qu'il soit un espace vectoriel, c'est lambda fois mu fois un vecteur x. Eh bien, ça c'est bon, c'est la même chose que lambda fois mu x. Lambda fois mu x. Donc là, c'est un scalaire, il appartient au champ K, lui, il appartient à l'espace vectoriel. Il n'est pas encore espace vectoriel. Après le quatrième critère, c'est espace vectoriel. Il appartient à E, voilà, à l'ensemble E. On va dire ça pour l'instant, il appartient à l'ensemble E. Là, il appartient à l'ensemble E. Et là, il appartient toujours à l'ensemble E. Parce que je vous ai défini que alpha, je prenais deux éléments, j'en faisais qu'un seul, donc il fait partie de l'espace, enfin de l'ensemble E. Un scalaire, un scalaire dont je fais agir, qui est du domaine d'opérateur 4 dans lequel je fais agir un vecteur, ben, il fera partie de l'ensemble E. Voilà, et ça s'il y a égalité, bien sûr, s'il y a égalité, c'est que le troisième critère est vérifié. Et maintenant, si le quatrième critère est vérifié, là, le E sera un espace vectoriel. Bon, là, ça a à voir avec l'action de l'opérateur neutre pour la multiplication, qui est le 1. C'est-à-dire, on fait agir donc l'action de 1 sur un élément quelconque. Enfin, le neutre de K, hein, c'est le neutre de K. En multiplication, c'est le neutre de K en multiplication, c'est-à-dire 1 fois X, mais normalement, ça ne doit pas bouger. On doit voir ceci. Ça ne doit pas bouger. Donc on fait agir, si vous voulez, l'opérateur neutre de la multiplication de K sur un élément quelconque de E. Et donc, là, il n'y a rien qui se ressent. 1 fois X, le X, bon, il n'y a rien qui se ressent. Ça n'a pas bougé. Le X que vous avez pris, ben, il reste X. Bon. Et si ces quatre critères-là sont vérifiés, on a ce qu'on a à faire. Hein. Donc, on dira que dans ce cas de figure-là, les quatre critères sont vérifiés. Rappelez-vous qu'on avait un champ K. Alors, le champ K, il doit avoir plusieurs critères pour qu'on soit d'abord un champ. Hein. Voilà. Pour être un champ, il doit respecter déjà plusieurs critères. Et on doit avoir bien sûr un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Donc on dira que si on a les quatre critères qui sont vérifiés, E, bien sûr, E, on dira que E+, est structuré en un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Là, on a une structure que je vais appeler S, structure d'espace vectoriel, c'est une structure d'espace vectoriel sur le champ, c'est une structure d'espace vectoriel sur le champ K plus fois.
Alors là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on appellera E les vecteurs, quand on a un espace vectoriel, pas avant. Hein. Voilà. Là, les éléments de E sont les vecteurs, puisqu'on a un espace vectoriel. Pour ça, il faut que les 4 critères soient vérifiés, parce que si les 4 critères ne sont pas vérifiés, bon, vous ne pouvez pas appeler ça un espace vectoriel, un espace vectoriel, donc on n'appellera pas ça des vecteurs, puisque ce n'est pas un espace vectoriel. Voilà. Donc, moi, j'ai pris dans ce principe-là les conditions pour avoir voilà, un espace vectoriel, donc que les 4 critères soient vérifiés. Absolument. Absolument. Il faut que les 4 soient vérifiés. 1, 2, 3, 4 soient vérifiés tous les 4. Tant que les 4 ne sont pas vérifiés, le E n'est pas un espace vectoriel et les éléments de E ne sont pas des vecteurs. Voilà. Et donc les éléments de K seront des scalaires, pour autant qu'on a un espace vectoriel. C'est-à-dire que les 4 critères sont vérifiés. Bon. Ceci étant dit, rappelez-vous que je dois avoir une base canonique de Kn fois P. Bon, avant ça, je suis en train de voir les structures. Les structures, et donc, une base canonique, qu'est-ce que c'est? Je rappelle que je suis dans les vecteurs. Alors, avant d'expliquer ce que c'est qu'une base canonique, ben, je vais vous expliquer ce que c'est que, bon, tout d'abord, une combinaison linéaire. Alors, il faut prendre une famille, c'est-à-dire un sous-ensemble avec des indices de vecteurs, que je vais appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux les appeler, mais tous, voilà, j'ai une famille, c'est un sous-ensemble, hein, que je vais appeler les vecteurs V1, V2. Oui, on a un espace vectoriel ici, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, je peux appeler directement vecteur. Là, on a voilà, les critères d'espace vectoriel qui sont réunis, c'est-à-dire les 4 critères sont vérifiés. Bon, et là, je vais aller, voilà, je prends une famille de vecteurs de E. Donc c'est un sous-ensemble indicé de vecteurs. Ici, vous voyez qu'on a un indice, bon, ça constitue une famille de vecteurs donc, de E sur le champ K. Donc c'est une famille F de l'espace vectoriel E sur le champ K. Alors qu'est-ce que c'est qu'une combili? Un vecteur V, lui, il sera combinaison linéaire si on a lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 plus... Alors, ils sont non tous nuls, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Comme ça, bon, ils peuvent avoir, ça veut dire qu'il peut y avoir des scalaires qui peuvent être nuls. Il n'y a pas de problème. Plus lambda n Vn. Combinaison linéaire, c'est pas forcément que tout doit... Voilà. Si vous vous prenez une matrice, une combinaison linéaire, par exemple, si je fais une combinaison linéaire de L1 par rapport à L2 et L3, je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça. Je vais prendre un exemple. Tableur. Je vais effacer ceci parce que je ne fais pas de graphique 3D. Voilà, par exemple, j'ai une matrice 2 qui est 2, 4, 5, on va mettre 8. Ouais, je vais mettre 3, 1, 7, 9, 3, 2. Bon, je vais faire de la ligne 2. Donc, je vais garder la ligne. Voilà, et la 2, je vais faire je vais faire x2, celle-ci, et celle-ci, je vais faire x3. Voilà, donc, ce qui veut dire que je vais faire 1 plus 2 x 2, 4. Voilà, donc, d'abord, je vais faire la multiplication par 2 pour faire ma petite popote de calcul, pour pas me tromper. 2 x 3, 6, 2 x 8, 16. Là, on a toujours 1, 7, 9. Voilà, et là, je vais mettre 3. Non, 3 x 3, 9. 2 x 3, 6. Et 4 x 3, 12. Voilà. Alors maintenant, celui-ci va devenir 1 plus 4, ça fait, plus 9, ça fait 10, ça fait 14.
6 plus 6, 12 plus 6, 18 plus 1, 19. Ouais, j'ai fait 6 plus 6, 12 plus 7. 12 plus 7, ça fait bien 19. Puis le suivant, je vais faire 28, 6 plus 12, 28, 28 plus 9, 37. Et puis je répète, voilà. Et là j'ai fait une combinaison linéaire par rapport à L2, L4, mais je suis pas obligé de faire ça. Hein. Je suis pas obligé de faire une combinaison linéaire de tout. Je peux faire une combinaison linéaire uniquement de, voilà, voilà, je vais garder, je vais faire une combinaison linéaire uniquement par rapport à la ligne 1, pourquoi pas. Je vais faire x5, donc ça veut dire que je vais garder la ligne 3 intacte, 3, 2, 4 par rapport à la matrice de base. Voilà, et donc là je vais faire, bien sûr, pour ma popote interne, je vais mettre les calculs sur les côtés. 5 x 2, 10, 5 x 3, 15, et 8 x 5, 40. Alors là on a bien sûr 1, 7, 9, et donc je peux additionner, ça fait 11, 15, ça fait 20, 22, 15 plus 7, 22, et 40 plus 9, 49. Voilà. Là, je n'ai fait qu'une combinaison linéaire par rapport à la ligne L1. Donc, j'ai fait L2 plus alpha L1, où alpha vaut 5. Par contre, pour la première matrice au-dessus, tout au-dessus ici, j'ai fait la ligne L2 ici, devenait 2 fois L1, c'était L2 plus 2 fois L1 plus 3 fois L3. Voilà. Mais je suis pas obligé de voilà, prendre de combinaisons. Les alphas peuvent être non tous nuls. Ils peuvent avoir des valeurs nulles. C'est ça que je veux dire dans la combinaison linéaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer, c'est que les lambda, ils sont non tous nuls. Bon, il peut en avoir qu'un seul. Hein. Il y aura une combinaison linéaire entre V et V1, c'est tout. Bon, voilà, pas un problème ça. Bon, alors je disais que la combinaison linéaire, c'est ça. On a une famille de E sur le champ K. Voilà, je prends une combinaison linéaire. Voilà, les lambdas sont non tous nuls. Bien sûr, les lambda I appartiennent à K. Hein, ils sont, voilà, ils proviennent du domaine d'opérateur qui est le champ K, les lambda I en tout cas. Et les lambda I, on appelle ça les coefficients, qui sont non tous nuls, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Lambda I sont les coefficients de la combinaison linéaire. Alors, donc V est une combili de quoi? De la famille V1. C'est une combinaison linéaire de V1, V2, V3, Vn. Voilà. Donc V est une combinaison linéaire de la famille V1, V2, Vn. Voilà. Alors je rappelle que V c'est bien vecteur, hein, parce qu'ici on a un espace vectoriel, lambda V1 ça appartient à E, lui il appartient à E, ils appartiennent tous à E, et la somme appartient aussi à E, parce que vous faites la somme d'éléments de E. Et ça c'est ce qu'on appelle une combili. Bon, maintenant, à partir de la combili, on peut définir ce qu'on appelle une famille génératrice. Ça veut dire qu'elle va générer des valeurs. Alors pour qu'elle soit une famille f de E sur le champ K, donc une famille f de E. Alors f c'est une famille telle que je vous ai montré, V1, V2, V3 de E sur le champ K. Voilà. On a une famille de E sur le domaine d'opérateur qui est un champ. Voilà. Ici c'est le champ K, qui peut être les réels, il n'y a pas de problème, sans aucun souci. Bien sûr, ce sont les scalaires et E, ce sont les vecteurs. Les éléments de E sont les vecteurs, les éléments de K sont les scalaires. Alors, on a une famille est génératrice, donc la famille sera génératrice si on a une combili f est génératrice lorsque tout vecteur V, lorsque j'ai bien dit tout, l'astuce elle est là, c'est sur le mot tout.
tout vecteur que je vais appeler V est combili de ces vecteurs. Donc quand on a une combinaison linéaire et qu'on peut engendrer n'importe quel vecteur à tout moment, ben, on a ce qu'on appelle une partie qui est génératrice. Elle génère via une combinaison linéaire n'importe quel vecteur, Ça, elle va générer n'importe quel vecteur. Voilà, et ça c'est une partie génératrice. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une partie libre? Bon, une partie libre, ça répond à une définition. Et c'est là que je trouvais ma base canonique, à partir de ces deux définitions, partie libre et partie génératrice, puisqu'une base est une partie libre et une partie génératrice. Alors on a toujours une famille F de E, sur le champ bien sûr, domaine d'opérateur K, on a F contient une famille de vecteurs V1, V2, V3, voilà. Et alors, si on peut écrire, on dit que, donc, on a une famille, bien sûr, comme je vous ai expliqué, d'un espace vectoriel, bien sûr, sur le champ K. Alors cette famille, la famille, je vous ai montré quand est-ce qu'elle était génératrice, cette famille. La famille génératrice, si il existe que tout vecteur peut être engendré par une combinaison linéaire, et la famille, à ce moment-là, elle est génératrice. Mais une famille est dite libre, ou elle est libre. Elle est libre. Si ces vecteurs sont ce qu'on appelle linéairement indépendants, on a des vecteurs, les vecteurs sont linéairement indépendants. On a l'existence de vecteurs linéairement indépendants. Et on a bien sûr l'écriture suivante. Quels que soient les lambda i appartenant à K, donc c'est-à-dire quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 jusqu'à lambda n, eh bien lambda 1 V1, vous reconnaissez l'écriture d'une combinaison linéaire, mais un peu spéciale, vous allez voir pourquoi. Lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 plus lambda n Vn est égal au vecteur nul de E. C'est un vecteur nul de E, bon, c'est 0, 0 E. Voilà, parce que c'est un vecteur, hein. La somme de vecteurs, c'est des vecteurs, c'est un vecteur. Normalement, j'ai mis E pour bien dire qu'il appartient à E, mais on sait bien qu'avec la barre, il appartient à E. Eh bien, si on a 0E, ça oblige que tous les lambda, la lambda soit égal à 0. Pour avoir le vecteur nul, ça doit obliger que tous les lambda i soient nuls. 3 petits points, égale lambda i, ça oblige que tout soit nul. Voilà. Et ça, on a une famille, ce qu'on appelle une famille libre, et les vecteurs sont linéairement indépendants. Alors si tel n'est pas le cas, on a ce qu'on appelle une famille non libre, ou une famille liée. À ce moment, les vecteurs ne seront plus linéairement indépendants, ils seront linéairement dépendants. Si on n'a pas voilà, ce critère-là. Alors maintenant, je vais voir justement là une base canonique de Kn fois P. Maintenant que j'ai dit ceci, je vais voir une base canonique de Kn fois P. Alors, d'après tout ce qui a été vu, je peux vous dire que Kn fois P est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Il structure, voilà, Kn fois P, bien sûr, c'est Kn fois P plus, sur le champ, bien sûr, K plus fois, il structure
L'ensemble de des matrices de genre n fois p en un espace vectoriel. Alors, il y a n fois p cases dans la matrice, ça vous le savez bien, parce que d'après ce que j'ai commencé à vous dire au départ, dans lesquelles on peut introduire n'importe quel élément de K dans la matrice. On va dire qu'il y a n fois p degrés de liberté, donc je peux placer n fois p éléments, donc il y a n fois p degrés de liberté, et donc je peux dire que la dimension de K n fois p est égale à n fois p, puisqu'il y a n fois p possibilité d'introduire des nombres, donc sa dimension c'est K n fois p. Bon, maintenant, le tout c'est de chercher une base de K n fois p. Alors, je prends un exemple, je prends un exemple pour je prends pour une taille K, une base canonique de K n fois p, je prends K qui vaut, on prend par exemple une base canonique de 2 fois 3. 2 fois 3. Voilà, donc je cherchais une base canonique, donc une partie libre et une partie génératrice. Alors, plus, donc c'est du 2 fois 3. Bon, je vais en faire une et je vais recopier par après en 2 fois 3. Redimensionner. Alors, je vais faire en 2 fois 3, c'est-à-dire matrice de 2 lignes, 3 colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Pas trop grand non plus, mais voilà. Alors, dans un premier temps, je vais mettre tous des zéros et puis après je regarderai. Donc 0, 0. J'ai dit 2 lignes, 3 colonnes. Voilà, 3 colonnes. La deuxième ligne. Bon, ça c'est la matrice nulle, mais bon, c'est pas ça que je vais faire. Bon, c'est en attendant, c'est pour faire des copies. Je vais faire des copies. Là. Alors maintenant c'est un peu trop grand, je vais réduire et puis je vais faire ma base. Alors je dirais pourquoi c'est une base, parce qu'on a une partie libre et une partie génératrice. Voilà, donc maintenant je peux faire mes copies. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a n. Alors le degré ici, c'est je peux engendrer la dimension de K, 2, 3. Ben, je peux engendrer 6 valeurs hein, de K. Ici, K c'est des réels. Hein. Ouais, je vais mettre des réels ici. Bon, voilà, je vais mettre des réels. Donc c'est R2 fois 3. Je vais mettre des réels dedans. Voilà, R2 fois 3. Mon champ K, c'est les réels, 2 fois 3. Donc il y a 6 degrés de liberté. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque encore un. 6. Voilà, je les ai tous. Alors maintenant, regardez bien. Je vais multiplier par alpha plus bêta plus gamma plus delta plus mu plus on va dire phi. Bah, j'aurais pu mettre omicron, phi, psi. Ah, bah, j'ai mis phi. Bon, alors la première des choses, je vais mettre ici 1. Là, je construis ma base canonique. Hein. Ma base canonique, ce sera, je vais vous montrer après. Je vais le regrouper, ma base canonique. Bon, faisons d'abord les écritures qu'il faut, et puis je mettrai la base canonique après. 1, 1, 1,
1, et enfin 1. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais engendrer, bien sûr, ma matrice alpha, bêta, gamma. Je peux engendrer, donc c'est une partie génératrice, parce que je peux générer n'importe quel nombre, alpha, bêta, gamma, delta, mu et phi. Bon, je vous rappelle que alpha, bêta, gamma, mu, enfin j'ai oublié delta, delta, mu et phi appartiennent à R. Donc je peux engendrer par des valeurs alpha, bêta, gamma, grâce à la base canonique, n'importe quelle matrice. Donc c'est une partie, on voit bien que c'est une partie génératrice, je peux générer n'importe quelle matrice, n'importe laquelle. Voilà, c'est générateur de matrice. Alors si je mets 1, ben, vous allez avoir alpha vaut 1. Si je mets alpha égale 1, vous allez avoir alpha égale 1. Si alpha vaut 10, vous aurez alpha égale 10. Alors, voilà, vous voyez que c'est générateur. Bon, maintenant, pour avoir la matrice nulle, j'aurai, c'est générateur, hein, ça, bon, donc, en tout cas, c'est générateur. C'est une famille, on a une famille génératrice grâce à la base canonique. La base canonique forme, voilà, est une partie génératrice. Mais c'est aussi une partie libre. C'est-à-dire que pour annuler, avoir la matrice nulle, voilà, pour avoir la matrice nulle, il faut absolument que alpha, bêta, gamma, delta et phi soient nuls. Voilà. Donc pour avoir la matrice nulle, ça va impliquer obligatoirement que alpha, bêta, gamma, mu, delta, phi sont tous nuls. Et ça, vous aurez la matrice nulle 0, 0, 0, 0, 0, 0 que si les coefficients sont tous nuls en même temps, instantanément. Enfin, je veux dire en simultanéité, simultanément. Ils sont tous nuls simultanément. À ce moment-là, vous allez avoir 0, 0, 0, 0. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la base? Mais la base, vous la voyez, elle est là. J'écris la base. Donc, la base est formée par ceci, ceci, bon, je peux refaire une base de ce que vous voulez, hein. 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, bon. Je vous l'ai pris avec 2 x 3, ben 2 x 3, cette dimension, c'est 6. On a 6 degrés de liberté. Voilà, si vous faites 2 x 2, on a 4 degrés de liberté. Si vous faites plus, vous allez avoir, la base canonique sera d'autant plus grande que si, bon, le genre est grand. Ben, si vous faites n fois p grand, ben, c'est normal que, hein, prenez du 4 x 5, c'est normal que ça c'est là-bas. Déjà, le genre est grand, donc la dimension de l'espace vectoriel sera 20 éléments. On pourrait passer 20 éléments dans les matrices. Donc la base canonique sera d'autant plus grande. La base canonique est variable en fonction, voilà, du nombre d'éléments. Ça, vous aurez compris ça. Et je dirais plutôt de la dimension, c'est-à-dire du nombre de degrés de liberté que l'on peut avoir pour placer des éléments dans, voilà, dans une matrice. Et donc, ici, la base canonique, voilà, reprendra la matrice suivante, la matrice suivante, la matrice suivante, la matrice suivante, et bien sûr, je vais encore faire la dernière. Ah, je vais rechercher. Et ça, c'est une base canonique de 4 2 x 3. Elle engendre n'importe quel nombre, n'importe quelle matrice 2 x 3. Cette base canonique, hein. Voilà, ceci est une base canonique de K 2 x 3. Alors maintenant, je peux mettre une base canonique de... Alors on va faire un exemple pour une 2 x 2. Une base canonique d'une 2 x 2.
base canonique en K R 2 fois 2, R 2 fois 2, ben, ça sera 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. On a 4 degrés de liberté. J'aurai 4 matrices possibles. 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 0, 1. Voilà les 4 matrices qui forment la base canonique de R2 fois 2. Je vous remercie.